Bienvenue à toutes et à tous. Le journal, voici les titres qui vous seront développés. Et Djibouti donc n'offre plus cette vision de Venise du dimanche dernier. Les États-Unis, Corée du Nord, sommet menace entre Trump et Kim Jong-un. Bonsoir, je vous le disais en titre, Djibouti n'offre plus cette vision de Venise du dimanche dernier. En effet, 72 heures après la tempête meurtrière qui a frappé la capitale dans la nuit du samedi à dimanche et inondé toute la ville de Djibouti, les eaux pluviales ont été dégagées. Ahmed Hamad est avec nous sur ce plateau pour nous en dire plus. Merci Asma, bonsoir à tous également. Donc effectivement, les grandes artères donc, ont été recouvertes de la circulation, mais après les passages de ces eaux, Djibouti offre donc aujourd'hui le visage d'une ville meurtrie, dévastée, méconnaissable. Les dégâts sont considérables, les réseaux routiers de Djibouti-Ville sont entièrement dévastés par le passage des eaux, mais aussi une partie du réseau électrique et téléphonique également. Jamais tempête Asma n'a été aussi meurtrière dans l'histoire de Djibouti, Ngela et Quartier 7, où les foyers ont tout perdu, ou presque, au jour d'aujourd'hui. Certaines maisons restent toujours inondées, malgré la multiplication des secours. Dans cette situation, l'heure est au bilan. Particuliers comme institutions font le décompte des dégâts. Des structures d'enseignement comme le LIC sont les plus gravement atteints et quasiment l'ensemble du matériel d'enseignement technique a été détruit à 80%. Et également chez les ménages des quartiers ont été affectés donc sont Al-Hiba, Ngela et Quartier 7. Tout a été perdu donc, meubles, stocks de nourriture, électroménager. À 50% des ménages ont quasiment tout perdu. Une équipe donc de la radio-télévision de Djibouti s'est rendue également sur le lieu où la détresse reste visible et certaines familles restent donc les pieds dans l'eau pour le moment. Et pour plus de précisions, suivant les explications du président de la commune de Blaas. ilaa iyo maalintii uu roobka weyn ku daayay Djibouti il y a 3-4 jours 3 ilaa 4 cisho ka hor aan sidii u soo jeedno commune de Blaas oo aad iyo aad u ballaaran waa 20 xaafadood oo dhibta inta badanna ay ku dhacday dhib maahe waa nimcad weeyaan waa raxmad weeyaan laakiinse Et face à cette situation de chaos, Ahmad, les services publics, notamment le service de l'assainissement de l'ONEAD, restent à pied d'œuvre depuis cette terrible nuit du samedi à dimanche. Effectivement, à ce moment, les agents de l'ONEAD luttent donc pour assurer le pompage des eaux, ce qui a été donc une réussite. La première phase donc a porté sur le dégagement des grands axes routiers, aujourd'hui asséchés, pour passer ensuite aux poches stagnantes dans les quartiers populaires. C'est ainsi donc que les camions spécialisés du service de l'assainissement de l'ONEAD restent encore mobilisés et au chevet de cette ville sinistrée. À travers donc tous les quartiers sérieusement affectés par les eaux de pluie, le service d'assainissement de l'ONEAD reste à pied d'œuvre jusqu'à aujourd'hui afin donc d'assurer le pompage des eaux et le débouchage des canalisations ici donc comme au quartier 6, 1 et 2 Al-Hiba ou Ngela. Écoutez justement le directeur général de l'ONEAD qui nous fait le point sur ces intempéries. Les équipes sur le terrain, en grande partie l'assainissement effectivement, mais appuyées par les équipes également de l'eau potable, qui représentent l'ensemble de l'ONEAD, sont allées sur le terrain, ouvrir les regards déjà en préparation pour l'écoulement de l'eau pluviale, et nous avons évacué en interne nos équipements et nos pompes de secours vers nos réservoirs de Balbala afin de les protéger au cas où donc, des inondations plus importantes arrivaient. Donc nous avons fait deux choses. En interne, nous nous sommes organisés pour que les services de l'eau continuent, mais également pour la ville, nous nous sommes donc déployés le vendredi soir déjà, et nous avons déjà préparé toutes les équipes et tous les camions avec donc, ce qui est nécessaire comme tuyaux, pompes, etc., etc. Donc samedi, dimanche matin, à la première heure, moi-même j'étais personnellement avec mes responsables sur le terrain pour voir et évaluer les dégâts et voir en priorité par où commencer. Parce que dans ces moments, ce qui est important, c'est de ne pas s'éparpiller et de toujours commencer par les priorités. On recevait beaucoup d'appels, beaucoup de SMS de différents quartiers pour intervenir. Mais bon, malheureusement, il faut que nous, à notre niveau, on puisse évaluer les priorités. Et donc, je suis désolé si certains de nos concitoyens
ont vu que par exemple certains services comme l'assainissement sont venus tardivement, c'est-à-dire un jour après, mais parce qu'ils étaient occupés d'abord à des endroits beaucoup plus critiques. Mais maintenant, Dieu merci, nous avons fait très rapidement et en 2 jours, je crois que la quasi-totalité de l'eau a été évacuée. Et nous le disions au début de ce journal, le réseau routier n'a pas survécu au passage des eaux de pluie, notamment sur les artères traversées par les torrents de boue et d'eau. Et puis après le déblayage donc des eaux, les chaussées de Djibouti-Ville donc sont méconnaissables ou inexistantes à certains endroits, ce qui perturbe grandement à ce moment la circulation sur ces chaussées devenues difficiles d'accès. Pour l'heure, il est difficile donc d'envisager des travaux de grande envergure, même si l'agence djiboutienne des routes, l'ADR, reste à pied d'œuvre pour déblayer les voies de circulation. Autre service également au chevet de cette ville sinistrée, les équipes du ministère de la Santé qui participaient donc au pompage des eaux dans les quartiers et procédaient également à l'épandage des produits anti-larvaires afin de prévenir contre les moustiques et les mouches. Merci Ahmed Hamada. Donc tout ce qu'on pouvait dire sur les situations des quartiers après cette catastrophe naturelle. Et une nouvelle dépression méconnue qui vient de se former dans l'océan Indien inquiète de nouveau la population djiboutienne qui a eu donc une pluie torrentielle historique le 20 mai 2018. Dans la journée du 20 mai 2018, s'est abattue à Djibouti dans toutes les régions de l'intérieur une forte pluie torrentielle avec un niveau record de pluviométrie avec 100 mm à PK20 et 110 mm à l'aéroport de Djibouti. Cette dépression dénommée Saral a fait des dégâts importants dans la ville de Djibouti, mais selon les spécialistes du service météorologie de Djibouti, une nouvelle dépression dénommée Mikuni ne s'oriente pas sur la trajectoire de Djibouti, mais s'oriente vers les côtes omanaises et yéménites. Ils assurent à la population que cette dépression ne touchera pas notre pays et qu'il n'y a pas une raison de s'inquiéter. Je propose de suivre les explications de l'ingénieur de l'agence de la météorologie. Nous avons comme d'habitude encore une autre dépression tropicale qui est en train de se former sur la laine, vu les conditions de la mousson et de l'harmattan qui sont en train de se pousser. Ceci est dû aussi à une forte température de la surface de la mer qui coïncide entre 29 et 32 degrés Celsius au niveau de ce qu'on appelle le dipôle du nord de l'océan Indien. Et c'est ça qui favorise cette formation. En conséquence, sur Djibouti, on n'aura rien sur Djibouti, sauf quelques petites averses qui vont se descendre à Djibouti. Sinon, l'évolution et le déplacement de cette dépression tropicale sera dirigé vers le nord, vers Oman et le Yémen. C'est ça qu'on n'aura aucune conséquence sur la République de Djibouti. Dans le reste de l'actualité, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a reçu aujourd'hui des mains de la présidente de la Cour des comptes et de discipline budgétaire, Madame Ismaël Mahamoud, une copie du rapport 2017 sur la gestion financière des institutions de l'État. La mission de la Cour des comptes était de promouvoir la bonne gouvernance budgétaire et d'éviter des dépenses inconsidérées dans le fonctionnement des institutions de l'État. L'origine de ce rapport ayant été remis précédemment au chef de l'État, Ismaël Marguerite. Et je vous amène en Suisse, cette fois où une délégation conduite par le ministre de la Santé, Dr Jamal Mehakié, se trouve à Genève pour participer aux travaux de la 71e session de l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la santé. Cette session qui s'est déroulée donc au Palais des Nations de l'OMS du 21 au 26 mai. Le thème retenu cette année porte sur la couverture sanitaire universelle. Le ministre djiboutien de la Santé a ainsi eu l'occasion de présenter la stratégie du gouvernement djiboutien après la mise en place de l'assurance maladie universelle qui a enregistré un grand succès. La République de Djibouti a été félicitée pour la mise en place de l'assurance maladie universelle. En outre, le ministre de la Santé, Dr Jamal Mehakié, a été élu vice-président de cette session de l'Assemblée générale de l'OMS où 193 pays sont représentés. Cette session coïncide également avec la célébration du 70e anniversaire de l'OMS. Le chef de l'État
rwandais Paul Kagame a fait un discours remarqué. Il a présenté le processus que son pays a mis en œuvre pour étendre l'assurance maladie universelle à tous les citoyens. À noter enfin qu'une rencontre s'est déroulée entre les deux ministres de la Santé de Djibouti et celui du Yémen. Ce dernier a remercié le président de la République et le peuple djiboutien pour l'accueil des réfugiés yéménites et l'assistance qu'il leur est fournie. Le ministre de la Santé a, dans une interview, rappelé que la République de Djibouti a été félicitée par l'OMS pour la mise en place de l'assurance maladie universelle. Il s'est en outre félicité de l'élection à la vice-présidence de l'Assemblée générale de l'OMS pour une année. On l'écoute. Déplacé à Genève, à l'Assemblée mondiale de la santé. Aujourd'hui, il y a la grande assemblée dans laquelle tous les pays du monde, tous les ministres des pays du monde sont présents ici avec leur délégation. Et en plus, il y a quelques présidents qui sont venus aussi, quelques Paul Kagame. Et le but de cette assemblée aujourd'hui est surtout sur la question de l'assurance maladie universelle. La République de Djibouti a été reconnue de tous les efforts qu'elle a faits. Et en matière d'assurance maladie universelle, nous sommes arrivés à une couverture de 80%, dans laquelle le 20 restant, nous le faisons avec les caravanes médico-chirurgicales spécialisées. Et cela a été considéré comme des avancées très importantes et la République de Djibouti a été félicitée. Pour combler tout cela, la République de Djibouti a été élue vice-présidente de l'Assemblée mondiale de la santé et en plus, elle est parmi les pays clés du comité exécutif de l'OMS pour l'année 2018-2019. Cela est un honneur, mais cela n'est pas venu par elle seule. Elle est venue avec le travail que la République de Djibouti a fait en général et surtout celui du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui a initié l'assurance maladie universelle et qui y croit fortement et aujourd'hui qui voit que c'est une réussite. La République de Djibouti, toute la population est reconnaissante sur ce projet au président de la République, mais aussi le monde aujourd'hui voit l'avancée de la République de Djibouti en matière d'assurance maladie universelle. Donc nous sommes honorés d'être vice-président et d'être aussi dans le comité exécutif. Et le nom de Djibouti a été interpellé à plusieurs reprises, a été prononcé lors de l'Assemblée mondiale de la santé, ce qui est un grand honneur et ce qui a félicité à notre président et aussi à poursuivre les autres objectifs qu'il nous a donnés tels que celui de pouvoir enregistrer surtout tout ce qui est personnes qui travaillent dans le secteur informel, que ce soit les chauffeurs de bus, que ce soit les chauffeurs de taxi, que ce soit les boutiquiers, tous les restes de la population, de ce 20% qui sont dans le secteur informel. Puisque le personnel qui travaille, que ce soit fonctionnaire ou conventionné, que ce soit dans le public ou dans le privé, sont enregistrés tous et les personnes qui sont chômeurs ou qui n'ont aucun emploi, des personnes vulnérables, sont enregistrées avec le système PASS qui est financé par le gouvernement de la République de Djibouti sur instruction du président de la République. C'est un honneur pour notre pays, c'est un honneur pour toute la population de Djibouti, c'est un honneur pour le gouvernement djiboutien que Djibouti puisse être élu vice-président et comité exécutif de l'OMS et qu'elle soit reconnue pour ses efforts en matière du projet d'assurance maladie universelle et de la caravane médicale chirurgicale ici à Genève. Le ministre de la Santé a multiplié les rencontres bilatérales en marge de la 71e Assemblée mondiale de la santé. Dr Jamal Miaki s'est entretenu avec le ministre de la Santé du Royaume d'Arabie Saoudite, Taoufir Ben Fawzan Al-Rabi'a, entrevue durant laquelle a été discuté un don de 20 millions de dinars convenu entre le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud et le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Le ministre saoudien, se réjouissant de la qualité des relations entre nos deux pays, a assuré la partie djiboutienne d'une finalisation dans les meilleurs délais de ce dossier destiné à nous appuyer dans l'acquisition d'équipements médicaux de dernière génération. Le ministre de la Santé a également rencontré le ministre omanais de la Santé qui s'est engagé à appuyer Djibouti dans la prise en charge des migrants et réfugiés. Il a invité Dr Jamal Miaki à venir en visite officielle à Mascate pour s'enquérir des avancées du système de santé omanais. Au menu des entretiens avec ses homologues du Royaume du Maroc, de la Tunisie, du Mali, du Soudan, du Sénégal et du Cuba, le partenariat et la coordination en matière de santé, ainsi que les voies et moyens du renforcement d'une coopération sud-sud spécifique et rénovée pour notre pays.
Les discussions ont porté en particulier sur la formation de médecins spécialistes, de techniciens supérieurs de la santé. Il a d'ores et déjà été convenu de l'envoi de 100 médecins spécialistes et de 200 techniciens dans les mois à venir à destination de différents pays. Il a également été abordé à la mise à disposition par les pays amis de médecins coopérants spécialistes pour des domaines de pointe tels que la cardiologie interventionnelle et la neurochirurgie. Les parties ont convenu de poursuivre les contacts et les concertations en vue d'aboutir à l'élaboration de conventions et de mémorandums d'entente dans les meilleurs délais. Actualité à Djibouti, le ministre de la Communication Abdi Youssouf Sugué a reçu ce matin le nouveau directeur du service somali de la British Broadcasting Company, BBC, Abdillahi Shah Abdi. Ce dernier était accompagné de quelques-uns de ses collaborateurs. Lors de la réunion, les discussions ont porté sur les voies et moyens de renforcer les relations entre le service somali de la BBC et les médias djiboutienne, notamment avec la radio-télévision nationale. Cette coopération sera renforcée à travers les échanges des programmes et les échanges d'expertise. Le directeur du service somali de la BBC a fait part au ministre de la Communication des grandes avancées accomplies par la radio-télévision et de la maîtrise d'équipements et moyens technologiques sophistiqués. L'appui de la RTD pour renforcer l'écoute du service somali de la BBC a été sollicité. Les programmes et les informations du service somali de la BBC sont diffusés à partir de Londres. La chaîne radio internationale dispose d'un grand réseau des correspondants à travers le monde. Pour sa part, le ministre de la Communication, Abdi Youssouf Sugué, a rassuré le directeur du service somali de la BBC de sa disponibilité à renforcer la coopération entre le service BBC Somalie et les médias nationaux, notamment la RTD. Le secrétaire général du ministère de la Communication, le directeur de la RTD, Abdelkader Ahmed Idriss, et d'autres collaborateurs ont participé aux discussions. Également dans l'actualité, les réfugiés yéménites bénéficient de nouvelles structures d'accueil à Obok, où ils pourront vivre de manière décente. Un nouveau centre d'hébergement a été construit en leur faveur à travers le fonds d'aide et de secours du roi Salman. 300 logements. 300 logements, une école, un centre de santé, une mosquée et 4 grands générateurs pour alimenter en électricité une nouvelle espace d'habitation. Une cérémonie de signature de transfert aux installations a eu lieu à l'ambassade saoudienne à Djibouti. Était présent à cette réunion le secrétaire exécutif de l'ONARS, Hussein Hassan Dalal, le coordinateur de projet, Hussein Mohamed Chardi, ainsi que les représentants du centre roi Salman. Ce projet est financé par le Royaume d'Arabie Saoudite. Ce projet social sera un joyau pour les réfugiés et les communautés hôtes qui vont devoir trouver du travail dans la maintenance et l'entretien de ces groupes électrogènes et autres. Dans le reste de l'actualité, une cérémonie de lancement d'une plateforme nationale a eu lieu au sein du complexe Al-Rahma. Cette plateforme est composée de jeunes prêts à participer à leur façon à l'avancement du progrès et du développement socio-économique et culturel de notre pays. La plateforme de la jeunesse djiboutienne unie a vu le jour à un moment clé de notre histoire, car le pays avait besoin d'une structure qui motive, unie et accompagne donc la jeunesse dans sa volonté de prendre part au développement multisectoriel de notre nation, d'autant plus que le gouvernement, sous l'égide de ses chefs de l'État, s'efforce constamment et régulièrement de soutenir la jeunesse dans son ensemble. Plateforme nationale pour la jeunesse unie pour le développement durable. Donc j'occupe un poste de vice-président de l'association, travailler avec la jeunesse djiboutienne et être une interface pour le gouvernement, l'État et la jeunesse djiboutienne et donner mon temps libre à travailler avec la jeunesse. Voilà. Et de là, nous passons à l'actualité hors de nos frontières. Le sommet entre Trump et Kim Jong-un est menacé. Ali Abdelkader est avec nous pour nous en dire plus. Effectivement, bonsoir à tous. Donald Trump a déclaré que la Maison-Blanche, Asma, poursuivait les préparatifs en vue du sommet du 12 juin avec le numéro 1 nord-coréen Kim Jong-un à Singapour, mais qu'il était prêt à le reporter si certaines conditions
n'était pas rempli. Le président américain a affirmé que le sommet avec le dirigeant nord-coréen, prévu donc à Singapour, pouvait être reporté. C'est la première fois que le locataire de la Maison-Blanche évoque ouvertement, Asma, un possible report de ce face-à-face historique dont il avait accepté le principe donc le 8 mars à la surprise générale après 2 mois de surenchère verbale avec l'homme fort de Pyongyang. À l'étranger toujours, la Palestine a rejoint la Convention sur l'interdiction des armes chimiques. La Palestine donc a rejoint effectivement la Convention sur l'interdiction des armes chimiques. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui l'Organisation mondiale pour l'interdiction des armes chimiques, l'OIAC, qui a son siège à La Haye. L'État de Palestine a déposé son instrument d'adhésion à cette convention sur les armes chimiques. Les Palestiniens disposent d'un statut d'État observateur, il faut le souligner, non membre auprès de l'ONU depuis maintenant 2012 et ont déjà rejoint plus de 50 organisations internationales et accords selon le ministère palestinien des Affaires étrangères. Parmi eux, on le sait, la Cour pénale internationale, la CPI et l'UNESCO. En septembre, les Palestiniens avaient obtenu le statut de membre à part entière d'Interpol, l'organisation de coopération policière internationale. Cette convention pour l'interdiction des armes chimiques est en vigueur dans 192 pays dans le monde et plus de 96% des stocks déclarés d'armes chimiques de la planète ont été détruits sous la supervision de l'OIAC. L'adhésion de la Palestine à cette convention entrera en vigueur le 16 juin prochain, a poursuivi donc dans un communiqué l'OIAC. L'annonce de cette adhésion intervient au lendemain d'une visite du ministre palestinien des Affaires étrangères à Riyad Al-Maliki à la Cour pénale internationale dont le siège se trouve à La Haye pour demander l'ouverture d'une enquête sur des crimes donc présumés de guerre israéliens lors de la bande de Gaza il y a quelques semaines. Et en France, s'agissant de la grève de la CNCF, 95% des salariés votent contre la réforme. C'est le 21e journée de grève pour la SNCF depuis début avril en France. La mobilisation importante des cheminots va de nouveau perturber le trafic. 2 TGV sur 5 sont annulés, de même qu'un TER et un Transilien sur 2. 3 trains intercités sur 5 resteront également en gare. C'est une journée importante car les 147 000 salariés de la SNCF en France ont appris le résultat de la votation. La participation a été importante, 61,15%, et le résultat est sans appel à la question: êtes-vous pour ou contre le pacte ferroviaire porté par le gouvernement? Près de 95%. 95% donc et 94 points précisément ont voté contre cette réforme du président français Emmanuel Macron. Et on finit avec un mot en sport, en football. Unai Emery, ex-coach du PSG, devient manager d'Arsenal. Eh bien, annoncé depuis quelques jours, l'arrivée de l'ex-entraîneur du PSG, Unai Emery, sur le banc d'Arsenal est désormais officiel. Le coach espagnol succède au français Arsène Wenger, qui a tiré sa révérence après 22 saisons à la tête du club londonien. C'est désormais officiel. Unai Emery, ex-coach du Paris Saint-Germain, a été nommé manager d'Arsenal. C'est ce qu'a annoncé le club londonien aujourd'hui. Pour le meilleur, ce technicien espagnol de 46 ans, Asma, a remporté 3 Europa League consécutives avec Séville avant de rejoindre Paris ces 2 dernières saisons. Pour le pire, il restera associé à la fameuse remontada donc subie avec le PSG à Barcelone, le 6-1 en Ligue des Champions. Le contrat d'Emery n'a pas été renouvelé à Paris car il a échoué pour la 2e saison de suite en 8e de finale de Ligue des Champions. Objectif majeur des propriétaires qataris. Cette fois, face au Real Madrid, Emery a remporté 7 titres domestiques en 2 saisons à Paris. Et sur ce point que se referme ce journal. Merci Ali pour ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.